Enfin, on a aujourd'hui un taux d'inscrits et de participants jamais atteint encore jusqu'à ce jour. Donc visiblement, la thématique que nous abordons aujourd'hui vous intéresse. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est plus nombreux que d'habitude et avec peut-être des participants qui ne connaissent pas encore complètement le modèle de ces Lunch and Learn, deux mots sur le principe. Donc, chère Philanthropie de l'ESSEC, hein, on est ce centre de recherche sur la philanthropie en France qui a célébré ses 10 ans il n'y a pas très longtemps. Et ces Lunch and Learn sont des séminaires qu'on organise toujours sur le temps du midi, avec le principe de réunir un chercheur expert sur la philanthropie et un praticien pour dialoguer autour d'une thématique d'intérêt sur une des composantes de la philanthropie. On organise ça tous les trimestres et depuis le confinement, on a appris à les faire en ligne avec un format qui, du coup, nous permet de réunir un très grand nombre de personnes qui peuvent être en France, n'importe où en France, mais même parfois à l'international. Donc, on est ravis de vous accueillir. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, si c'est la première fois que vous participez et que vous souhaitez être informé des futures éditions, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et bientôt vous pourrez participer enfin nous suivre également sur LinkedIn. Alors, quelques règles de fonctionnement sur ces Lunch and Learn. Par défaut, ce qu'on vous propose, c'est de garder, si vous le pouvez, votre caméra allumée, c'est plus sympa. Alors, on est très nombreux, c'est pas évident de tous de se voir, mais c'est quand même pour nos intervenants plus sympa de voir à qui ils parlent. Par contre, on vous demande de désactiver vos micros pour éviter les bruits parasites. On vous propose aussi, si vous le voulez bien, de vous renommer sur Zoom. À ce stade, vous devez maîtriser l'outil, mais sinon, vous cliquez sur votre photo en haut à droite, il y a des petits points et vous aurez la possibilité de vous renommer et d'indiquer notamment l'organisation à laquelle vous participez, parce qu'on ne pourra pas faire un tour de table compte tenu du nombre. L'idée de ce séminaire est d'être aussi interactif que possible. Il y a deux modalités, là aussi, qu'à ce stade, vous devez maîtriser pour interagir avec nos intervenants. La formule chat ou converser, en fonction de si votre Zoom est anglophone ou francophone. Vous pouvez aussi lever la main, hein, donc avec les modalités, là aussi, de Zoom qui sont il y a une petite icône en bas qui indique réaction et donc vous pouvez là choisir de lever la main. On va prévoir des temps spécifiques d'échange après les interventions de nos intervenants. Sinon, vous pouvez, si la question vous vient, les indiquer dans le chat et on veillera à vous donner la parole le moment venu. Pour info, on enregistre ce séminaire pour voilà, que ceux qui n'ont pas pu y assister en mode synchrone puissent le faire en mode asynchrone. Euh, voilà, et puis notre collègue Gaëtane va animer un live tweet et donc n'hésitez pas, si vous-même vous voulez réagir sur Twitter, à hashtaguer Chère Philanthropie tel que c'est indiqué sur l'écran. Voilà pour les consignes générales. Encore une fois, bienvenue, ravi de vous avoir si nombreux autour de nous aujourd'hui et je passe la parole à Arthur pour introduire le thème d'aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce séminaire numéro 44 de la chaire philanthropie de l'ESSEC. On est très content donc de vous accueillir et d'accueillir nos deux invités du jour. On aura l'occasion d'entendre d'abord notre collègue Arnaud De Bruyne, qui est professeur de marketing. Il est aussi doyen associé en charge de notre programme doctoral à l'ESSEC Business School. On est très content d'accueillir Arnaud, avec qui on collabore notamment dans le certificat français du fundraising. Et on sera aussi ravi d'accueillir Véronique Roturo, qui est chargée d'analyse en fundraising, en recherche de fonds, à Médecins sans frontières Suisse, dont le bureau est basé à Genève. Et donc Véronique s'exprimera en deuxième sur ce séminaire. Alors, le sujet du jour,
on l'a appelé fundraising, comment solliciter les donateurs de manière optimale. Comme vous le savez peut-être, la chaire philanthropie s'intéresse à l'ensemble des phénomènes de financement de l'intérêt général. On s'intéresse aux deux faces de la relation. On s'intéresse à la fois aux personnes qui donnent, aux fondations, aux mécènes, la façon dont ils peuvent structurer leurs dons, leurs stratégies. Mais on s'intéresse aussi à ceux qui collectent, notamment dans les associations, dans les organisations non-profit, qui vont collecter des dons auprès des particuliers, des entreprises et des fondations. Donc, ça nous intéresse vraiment de traiter les deux sujets. Et donc, dans tous nos Lunch and Learn, on a des sujets qui sont parfois plutôt distribution de fonds, parfois collecte. Et donc, ce sujet-là, on l'a construit sur la partie plutôt collecte de fonds, fundraising. On va s'interroger justement sur un dilemme que rencontrent beaucoup de fundraisers, de professionnels de la collecte de fonds aujourd'hui. Ce dilemme qui est de savoir comment solliciter de manière efficace et optimale leurs donateurs. C'est-à-dire que si vous sollicitez trop les donateurs, on peut imaginer qu'ils risquent de se lasser et de ne plus répondre aux sollicitations. Et si vous ne les sollicitez pas assez, on peut imaginer qu'on passe à côté de dons importants pour les organisations et les causes qui nous tiennent à cœur. Et donc, savoir à quelle fréquence et comment les solliciter, c'est une question majeure pour toutes les organisations qui font appel à la générosité. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de techniques marketing, on va parler un peu de big data, de segmentation, des sujets peut-être un peu techniques si vous n'êtes pas vous-même directement dans le fundraising, mais on espère que ça vous donnera, si c'est le cas, une bonne vue actuelle des enjeux de la collecte et qui nous permettront aussi de nous projeter dans l'avenir. Comment est-ce que finalement la philanthropie et notamment la collecte de fonds va évoluer dans les prochaines années sur la base de ces nouvelles approches qui se basent notamment sur le machine learning et le big data. On va en parler donc dans un instant. Pour commencer, avant de laisser la parole à notre collègue Arnaud De Bruyne, je voudrais vous proposer de répondre à un court sondage qui va apparaître sur votre écran pour qu'on puisse un peu mieux vous cerner. Vous êtes 169 aujourd'hui, on a battu notre record et on voudrait un peu mieux vous connaître. Alors, quelle catégorie correspond le mieux à votre profil? Est-ce que vous êtes vous-même dans la collecte de fonds? Est-ce que vous accompagnez les philanthropes, les donateurs? Est-ce que vous êtes plutôt côté grant making, donc ou est-ce que vous avez un autre rôle au sein d'une organisation de l'économie sociale et solidaire, par exemple, proche du terrain, dans les programmes, dans la direction, et vous pouvez évidemment avoir d'autres fonctions. Alors, on vous laisse encore quelques secondes. Vous êtes à peu près voilà, déjà 130 à avoir répondu. On va afficher les résultats dans un instant. Quelle catégorie correspond mieux à votre profil? Ça nous permettra de mieux vous connaître et puis ça va aider aussi, je pense, nos deux intervenants à adapter peut-être leur discours ou leurs questions. Alors, je pense qu'on va bientôt pouvoir partager les résultats. Vous êtes une majorité à être dans le fundraising, les 2/3 d'entre vous. À peu près 100 personnes dans la salle sont eux-mêmes dans la collecte de fonds. Donc, vous allez, j'imagine, être intéressé par ce qui va se dire. Et pour le tiers restant, eh bien, écoutez, je pense que vous allez apprendre aussi de nouvelles choses. On le souhaite en tout cas. Merci en tout cas d'avoir participé. On voit un peu mieux qui est dans la salle. Et sans plus tarder, pour, je pense, rentrer dans notre sujet, c'est le moment d'inviter notre cher collègue Arnaud à prendre la parole. Arnaud, est-ce que tu souhaites peut-être partager l'écran? Merci beaucoup, Arthur. Voilà, parfait. Donc, je me présente rapidement, mais Arthur l'a déjà fait. Je suis Arnaud De Bruyne, je suis professeur de marketing à l'ESSEC. Je suis un peu l'antithèse du prof dans cette tour d'ivoire, puisque ça fait depuis 1997 maintenant que je travaille également dans le milieu du fundraising, d'abord dans des agences de communication et puis dans le domaine de l'analyse de données et des bases de données donateurs. Et aujourd'hui, on va parler de comment solliciter les donateurs de manière optimale. Alors, il faut savoir que les guillemets qui ont été rajoutés autour d'optimal, ce sont des guillemets que Arthur a rajoutés par lui-même, mais je trouve qu'ils sont très opportuns et on va voir dans quelques secondes pourquoi. En fait, la question qu'on va aborder aujourd'hui est une question, au fond, un petit peu vieillotte, c'est-à-dire principalement l'optimisation de la pression de marketing des
des campagnes papier. Alors, on pourrait se dire, mais c'est quand même bizarre, dans un monde de big data, d'email, de réseaux sociaux, de Twitter, pourquoi est-ce qu'on va continuer à parler de ça? En fait, pour une raison toute simple, c'est qu'au-delà de tout le hype qu'on peut mettre autour de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, une quantité phénoménale de la collecte aujourd'hui est toujours collectée à partir de campagnes papier. On sait que ça va diminuer, on sait que c'est déjà en train de diminuer, mais aujourd'hui, la réalité est que, là, vous voyez quelques slides qui viennent d'études donateurs qu'on a pu réaliser dans un passé récent. Vous voyez en rouge, c'est la collecte papier d'une association. En voici une autre, là c'est la couleur bleue, toujours collecte papier. Donc ça représente en fait une partie très importante de la collecte, toujours aujourd'hui. On sait qu'on va vers de nouveaux modes de collecte, de mobilisation, mais aujourd'hui, un des gros coûts des associations reste toujours la collecte papier. Et même dans les associations, les fondations ou les NGO extrêmement digitales, comme celle que vous pouvez voir ici, on est toujours sur un minimum de 20-25% de la collecte qui est collectée par collecte traditionnelle, papier, lettres, chèques, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser en fait la collecte qui coûte tellement cher? Chaque fois qu'on sollicite un donateur, c'est 80 cents, 1 euro, 1,20 €. Donc, évidemment, solliciter des donateurs qui ne donnent pas, c'est très, très onéreux. Mais en fait, la solution classique de base, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une segmentation. C'est-à-dire, on va regarder quelques critères clés. La date du dernier don, le nombre de dons qu'ils ont fait dans leur historique ou dans un historique passé récent, leur générosité moyenne, est-ce qu'ils donnent sur des urgences ou bien sur des opérations plus classiques, etc. Et donc, on va regrouper les donateurs par segment, par groupe, et à chacun de ces segments va correspondre un certain nombre de mailings, plus ou moins fréquents, plus ou moins nombreux dans l'année, en fonction évidemment de leur potentiel. Donc, par exemple, des donateurs qui n'ont plus donné depuis 4 ans, tels que ici, vont recevoir beaucoup moins de sollicitations que des donateurs qui ont donné dans les 6 derniers mois. Alors ça, c'est la logique. Ça marche pas mal, il faut être honnête. Sauf qu'on s'est rendu compte que plus la segmentation devenait complexe, précise, un peu usine à gaz, il faut le dire, plus en fait on arrivait à rentrer dans le détail des comportements des donateurs et plus on arrivait à optimiser la collecte. Alors évidemment, cette logique-là a une limite. Ici, vous avez une segmentation de donateurs de plus de 36 segments. Quand vous avez 36 segments à gérer, évidemment, c'est précis. On arrive à cibler de manière assez fine en fonction des profils des donateurs ceux qui ont plus de chances que d'autres de vous donner, ceux qui vont vous donner plus souvent, ceux qui vont vous donner davantage par acte de générosité, mais ça devient quand même une énorme usine à gaz, souvent difficile à gérer. Et c'est notamment un des problèmes qui se posent aujourd'hui, et on va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Ceci dit, même ces segmentations usines à gaz, en fait, elles restent beaucoup moins précises que ce qu'on imagine. Vous prenez 2 donateurs, par exemple, Marc et Sophie. Marc est un homme, il donne depuis 2019. Il a été acquis sur des campagnes téléphoniques assez onéreuses. Il a donné 2 fois, une fois en 2019, une fois en 2021. Et en général, quand il donne, c'est 31 € en moyenne. Il habite en banlieue bordelaise et il a 45 ans. Et puis à côté de ça, vous avez Sophie, qui est une femme donatrice depuis 2015, qui a été acquise par campagne marketing direct classique il y a plus longtemps, qui a fait 5 dons, qui donne un petit peu plus, qui habite Versailles, etc., etc. En fait, aujourd'hui, traditionnellement, comment est-ce qu'on va gérer cette information et comment est-ce qu'on va gérer ces donateurs-là en termes de pression marketing? Mais on va les assigner à des segments. Donc, par exemple, Marc, on va le mettre dans le segment des actifs 0-12, c'est-à-dire des donateurs dont le dernier don remonte à moins de 12 mois. Et on va le mettre dans le segment, enfin le groupe de ceux qui donnent en moyenne entre 25 et 50 €. Marc appartient à ce segment. On décide d'une pression marketing pour ce segment, par exemple 6 messages par an. Et puis, c'est parti, on lance les campagnes au fur et à mesure de l'année. Ce dont on pourrait ne pas tout à fait se rendre compte, par contre, c'est que Sophie, elle appartient exactement au même segment.
C'est-à-dire qu'elle a aussi donné pour la dernière fois, dans les 12 derniers mois, son don moyen également entre 25 et 50 €. Et donc, elle va recevoir les mêmes messages, la même pression marketing. Elle va recevoir en fait, elle va être ciblée par une stratégie identique en termes de marketing direct. Et pourtant, sur base des informations que je vous ai présentées rapidement, je peux vous dire que Sophie, elle a un potentiel de collecte 89% supérieur à celui de Marc. Et malgré ça, elle va recevoir exactement les mêmes messages, avec exactement la même fréquence, sur les mêmes thématiques, etc., etc. Quand vous avez 2 donateurs, dont un a potentiellement 2 fois plus de valeur pour votre association qu'un autre, mais vous les traitez exactement de la même manière, on peut comprendre assez intuitivement que c'est sans doute pas optimal. Et ça, c'était l'univers dans lequel on était. On savait que ce n'était pas idéal, ce n'était pas absolument parfait, mais bon, ça marchait. Avec les moyens techniques qui étaient à notre disposition, ça marchait quand même pas trop mal. Et puis, on gérait tout ça. Sauf que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le monde a un petit peu évolué depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde du fundraising, on fait face à de nouveaux enjeux de la relation donateur qui sont infiniment plus complexes que les enjeux auxquels on faisait face il y a ne fût-ce que 10 ans. En termes de canaux de collecte, par exemple, aujourd'hui, on collecte par mailing, par téléphone, par face-to-face, par street marketing, par le web, par la télévision interactive, par les réseaux sociaux. Tout ça, en fait, démultiplie les sources de collecte et les canaux de collecte, et donc la difficulté à gérer la relation donateur. En plus, on a des modes de soutien qui se diversifient. Avant, on avait les dons, et puis on a les paiements par carte de crédit, on a les assurances vie, on a les legs, on a les micro-paiements, on a des prélèvements automatiques gérés par PayPal sans aucune intervention des banques, etc. etc. Et finalement, on se rend compte qu'on a également, on fait face à une population de donateurs classiques relativement vieillissante, et que les nouvelles générations qui représentent le futur en fait de notre collecte, ils ont des attentes, ils ont des profils, ils ont des besoins, ils ont des frustrations qui ne sont pas les mêmes que les donateurs traditionnels auxquels on a pu s'adresser depuis 20 ou 30 ans. Et évidemment, quand vous avez un profil tel que celui-ci, par rapport à un profil tel que celui-là, par rapport à un profil tel que celui-là, on se rend bien compte qu'on ne peut pas avoir le même discours, on ne peut pas avoir les mêmes mécanismes de mobilisation, les mêmes mécanismes de collecte pour des populations qui sont aussi diverses. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur les dernières années, on a quand même commencé à comprendre la bonne manière de gérer ça. C'est-à-dire, en fait, il faut les gérer de manière différenciée. Un seul discours pour plein de populations, plein de canaux de collecte et plein de modes de soutien, ça ne peut pas marcher. Et donc, sur les dernières années, on a vu apparaître des stratégies beaucoup plus fines en termes de cycle relationnel, en termes de parcours donateur, en termes de persona. Aujourd'hui, Greenpeace est en train de faire un énorme travail sur leur persona pour bien comprendre les différents moyens de mobilisation qu'il peut y avoir dans une base aussi diverse que celle des adhérents et des soutiens de Greenpeace. En anglais, on va entendre parler de ce qu'on appelle la donor journey, c'est-à-dire en fonction des canaux de recrutement, des modes de mobilisation qui font résonner les donateurs, on va adapter tout ça. Ça, c'est parfait. Ça, c'est la théorie. Cycle rationnel, parcours donateur différencié, on va s'adapter au profil des donateurs. Tout ça, c'est très bien. Mais la réalité est un petit peu plus complexe parce qu'au milieu de tout ça, on a toujours cette énorme segmentation RFM, usine à gaz, à 12, 15, 20, 30, 40 segments. Alors, avoir 40 segments, c'est déjà compliqué à gérer, mais avoir 40 segments, quand vous voulez mettre en place 6 cycles relationnels différents, ça devient juste ingérable. Et donc, on a ce mastodonte qui nous tire vers le bas, dont on a toujours besoin, parce que nos donateurs, toujours traditionnels, par mailing, représentent en fait entre 25 et 75%, voire plus parfois de la collecte. Donc, on en a toujours besoin, mais il nous tire vers le bas, il nous alourdit quand il s'agit de mettre en place des cycles relationnels avec nos donateurs davantage différenciés en fonction de leur profil, de leurs attentes
et de leurs mécanismes de mobilisation les plus efficaces. C'est dans ce cadre-là, en fait, que le scoring potentiel donateur prend toute sa force. Le scoring potentiel donateur, c'est quoi? Alors, on parle beaucoup de big data, d'intelligence artificielle, de modèles prédictifs, de machine learning, etc. Ça rentre évidemment dans cette catégorie d'outils qui sont de plus en plus disponibles pour les fundraisers, mais je vais essayer de rendre les choses très simples, en fait, et d'expliquer la logique d'un potentiel donateur. Imaginez que vous n'avez pas un marque, mais que vous en avez 4000. Et que vous disiez, tiens, mes 4000 marques, à quelle fréquence est-ce que je devrais les solliciter? On pourrait faire des tests. Alors, ça prend énormément de temps, c'est très onéreux, c'est très compliqué à mettre en place, mais on pourrait. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre 1000 de ces marques, leur envoyer un message par an, en envoyer 2 à d'autres, 4 à d'autres, 8 à d'autres, et attendre 1 an et voir ce qui se passe. En fait, après 1 an, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que, en fonction du nombre de messages qu'on va lui envoyer par an, on va collecter plus ou moins. Alors, évidemment, il n'y a pas de secret, hein. Plus on demande, plus on a. Et donc, la collecte va augmenter en fonction du nombre de messages qu'on va envoyer. Et cette collecte, elle ne va pas augmenter de manière linéaire. C'est-à-dire que le deuxième message va rapporter un petit peu moins que le premier, les 4 messages vont rapporter un petit peu moins que 2 fois moins les 2 premiers, etc. Et donc, il y a une relation de ce type-là qui est croissante, toujours, c'est-à-dire qu'on va, plus on demande, plus on collecte. Il n'y a pas de secret. On peut tourner autour du pot, mais ça, c'est une des grandes vérités du fundraising. En 25 ans, je n'ai jamais réussi à démontrer le contraire. Plus on demande, plus on collecte. Mais cette collecte va saturer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez saturer vos donateurs à force de les solliciter et vous allez obtenir marginalement de moins en moins. Malheureusement, il y a un truc qui, lui, ne sature jamais, ce sont les coûts. Les coûts, eux, ils sont à peu près linéaires. C'est-à-dire que vous les sollicitiez 2 fois ou 1 fois, ça coûte 2 fois plus cher. Et ces coûts, à un moment donné, vont devenir tellement importants qu'ils ne vont plus justifier la collecte que vous allez réussir à générer en plus. Et donc, si vous prenez cette courbe bleue qui est combien vous collectez, et cette courbe rouge qui est combien, sur les marques, hein, uniquement sur les marques, combien ça vous coûte de solliciter marque, vous calculez la différence. La différence, c'est ce qu'on appelle la collecte nette. Et objectivement, c'est un des grands enjeux que vous devez optimiser, c'est-à-dire, comme Arthur l'a indiqué, si vous sollicitez trop peu vos donateurs, vous laissez de l'argent sur la table. Si vous les sollicitez trop, ça coûte tellement cher que ça ne rentabilise même plus les campagnes supplémentaires. Et donc, il faut trouver un juste milieu. Alors, il se trouve que le juste milieu, aujourd'hui, les marques, vous les sollicitez 6 fois par an, et bien après le test, vous vous rendez compte que vous auriez dû les solliciter 4 fois par an. Cette toute petite différence-là, en fait, va faire en sorte de dramatiquement influencer la rentabilité de votre collecte. C'est-à-dire avec 4 mailings par an plutôt que 6, votre collecte nette va augmenter de 12%, dans l'exemple que je prends ici. Mais ça, c'est marque. À côté, on a des Sophie aussi. Et puis, on a des Ursula, on a des Jean, on a des Michel et on a des Ophélie. Donc, on a plein de gens. Et il se trouve que sur Sophie, si vous faites le même test, alors évidemment, ce n'est pas possible de faire les mêmes tests sur toutes les Sophie, toutes les marques, etc. Mais en théorie, si vous faisiez dans ce calcul hypothétique des tests identiques sur les Sophie, vous vous rendriez compte que Sophie, ce n'est pas 6 fois par an qu'il faut la solliciter, c'est 7 fois. Et ce petit mailing supplémentaire ne va pas vous rapporter des fortunes, mais il va quand même augmenter votre collecte nette, dans ce cas-ci, de 6%. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est peut-être le point à retenir de tout ce charabia en fait, de modélisation des comportements, c'est que la pression marketing idéale d'un donateur, elle dépend du moment où sa collecte à lui ou à elle va se saturer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel de collecte, c'est-à-dire le plafond. Le plafond de collecte qu'on peut espérer d'un donateur va déterminer, en fait, la pression optimale qu'on devrait envoyer à ce donateur-là. Et notez bien que si vous faites face à un donateur qui a un potentiel plus faible, comme on va le voir ici dans l'animation, le potentiel en fait, sur ce nouveau donateur est plus bas, et bien en fait, à ce potentiel plus bas correspond une pression marketing plus faible. Et encore une fois, s'il est encore plus bas, la pression marketing est
encore plus faible. Alors vous allez me dire, ben, c'est facile, on n'a qu'à calculer le potentiel donateur de chaque individu. Dans un monde d'intelligence artificielle, de big data et de machine learning, ça ne doit pas être très compliqué de prendre toutes les informations qui sont à notre disposition et puis de dire, ben voilà, le plafond de verre de la collecte sur tel individu, c'est autant, sur tel individu, c'est autant, sur tel individu, c'est autant, en prenant des données sociodémographiques, en prenant les données historiques, etc. Et en fonction de ce plafond de verre, on va adapter la pression marketing de manière à la fois ne pas surinvestir sur les donateurs à faible potentiel et sous-investir sur ceux qui pourraient être très rentables pour nous. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Et la raison pour laquelle ce n'est pas si simple, malgré toutes les techniques qu'on a à notre disposition, c'est ce qu'on appelle le principe de prédiction autoréalisée. Alors, la prédiction autoréalisée, c'est quoi? Il y a un cas tout simple. Si tout le monde en France est persuadé que la Société Générale va faire faillite, tout le monde va courir à la Société Générale vider ses comptes. Et vidant ses comptes, la Société Générale va en effet faire faillite. C'est ce qu'on appelle une prédiction autoréalisée. C'est-à-dire que si on n'avait rien prédit, il ne se serait rien passé, mais parce qu'on prédit que quelque chose va se passer, ça se passe. En relations humaines, ça marche très bien, par exemple. Si vous êtes persuadé que quelqu'un vous déteste, vous allez agir de manière à ce qu'en fait, cette personne va finalement vous détester, alors qu'en fait, elle était parfaitement neutre à votre égard. En fundraising, il y a un cas qui nous concerne ici, de prédiction autoréalisée. C'est que si vous anticipez qu'un donateur a un faible potentiel, vous le sollicitez moins. Et puisque vous le sollicitez moins, il risque de ne pas donner. Sauf qu'en fait, c'est impossible. Alors, c'était très compliqué de savoir si, au fond, il ne donne pas cette année parce qu'il n'avait pas un bon potentiel, ou au contraire, parce que vous ne l'avez pas sollicité. Et ce piège-là fait que pendant des années, notamment au début des années 2000, jusque, je dirais, à peu près 2010, il y a eu pas mal d'associations qui ont commencé à mettre en place des scoring donateurs, qui existaient déjà à l'époque. Et en fait, ça marche très bien la première année, puis la deuxième année, en fait, on score le score. Et la troisième année, on score le score, et en fait, on rentre dans une spirale infernale où la base de données devient de plus en plus petite, et on la tue parce qu'on ne tient pas compte de ça, et que ça crée plein de dynamiques extrêmement négatives dans une base de données. J'ai commencé à m'intéresser à cette question-là en 2004. J'avais des cheveux. Nous sommes en 2022. Eh bien, je pense qu'il y a un lien clair. Le nombre d'années que j'ai pu passer à essayer de résoudre ce problème, qui est un problème purement mathématique, au moins les 8 ans qu'il m'a fallu pour trouver une solution. Mais en fait, cette solution, maintenant, elle existe, elle est publique, on la connaît, et les techniques, on ne va pas rentrer en détail, elle est faisable. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est de prendre la base de données d'une association, d'extraire les données, et puis de créer un modèle mathématique qui va en fait non seulement prendre en compte tous les éléments qu'on a à leur disposition, tels que le canal de collecte qu'ils utilisent, comment ils ont été acquis, combien ils donnent, est-ce qu'ils sont fidèles, dans quel quartier ils habitent, etc. Mais également la manière dont on les a sollicités dans le passé. C'est très simple. Imaginez que vous ayez 2 donateurs qui vous donnent 50 €. Le premier, vous avez dû le solliciter 12 fois pour qu'il vous donne 50 €. Le deuxième, vous l'avez sollicité une fois, il vous a donné immédiatement. Bah, devinez quoi? Même s'ils ont tous les deux donné 50 € exactement au même moment, le deuxième a un potentiel plus élevé que le premier. Et ça, c'est un peu compliqué à mettre en équation, mais on arrive à le faire désormais et on est capable de faire ça. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on score les donateurs. Le score, c'est on va mettre ensemble les donateurs qui ont le même plafond de verre, le même potentiel. Et donc, du coup, idéalement, la même pression marketing. C'est-à-dire qu'on va, alors on va identifier dans quel segment il se trouve, évidemment, mais vous pourriez très bien avoir au sein d'un même segment des donateurs A, c'est-à-dire qu'il faut solliciter 10 fois par an, et des donateurs D qu'il faut solliciter 4 à 5 fois. Et donc, vous avez ce calcul-là, la clé qui se trouve derrière ces lettres-là, c'est en fait un modèle de machine learning qui va prendre toutes les informations qui sont à notre disposition pour anticiper le plafond de verre de chacun de ces donateurs. Du coup, à chacune de ces classes de score correspond une pression optimale. Et cette pression optimale, on va tout simplement la réintégrer dans la base de données.
C'est-à-dire qu'on va revenir vers Médecins sans frontières en leur disant, ben voilà, on a pris vos données, on a fait tourner le modèle de score, eh bien, Michel doit être sollicité 4 fois par an et Marceline doit être sollicitée 7 fois par an. C'est réintroduit dans la base et c'est cette information-là, ultra simplifiée, qui est utilisée pour les ciblages. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients dans quelques secondes, et puis évidemment, la mise en pratique de ça avec Véronique à Médecins sans frontières. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce qu'en fait, on est capable de prédire le potentiel de dons des donateurs? Alors, ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est un… Alors, ce n'est pas MSF, mais c'est la répartition des notes de score dans une base de données de donateurs. Donc, vous avez 8% de donateurs qui ont reçu la note la plus élevée, A, vous en avez 10 qui ont reçu la deuxième note, B, etc. etc. Ça, c'est au 1er janvier. Et si vous regardez au 31 décembre, voilà d'où vient la collecte. En fait, on se rend compte qu'on est capable d'anticiper d'où va venir la collecte et du coup, d'insister plus spécifiquement sur les donateurs qui ont les potentiels les plus élevés et d'économiser nos ressources évidemment extrêmement limitées sur les donateurs qui ont moins de potentiel. Ça ne veut pas dire pas les solliciter du tout, mais ça, je laisserai Véronique parler de cet aspect pratique qui est très important. Alors, est-ce que ça marche? En fait, on a commencé à développer ce genre d'approche-là. On a commencé à les mettre en œuvre vers 2010 à peu près, 2010-2012. Donc, on a pas mal de recul dessus. Et en fait, les résultats sont très variables en fonction d'où on vient. C'est-à-dire que si vous avez Ici, c'est la collecte brute d'une association qui a mis en place un score donateur en année 0. Cette association, en fait, abandonnait ses donateurs un petit peu trop vite. Et donc, le score a mis en évidence des potentiels donateurs extrêmement importants dans des strates, dans des segments de donateurs qui étaient oubliés un peu trop vite. Alors, le segment en tant que tel n'était pas rentable, mais dans le segment, on a réussi à trouver… Je crois qu'on a perdu Arnaud. Alors, on va attendre un petit peu que la connexion revienne. À titre individuel, des potentiels, et plutôt en baisse, en perte de vitesse en termes de rentabilité, et puis on met le score en place et ça marche. Alors, il n'y a pas que du bon hein, dans un score donateur. Il y a du bon, mais pas que. Et ça, Véronique va notamment en parler et développer un petit peu cet aspect-là. Alors, il y a deux choses qui sont très bien. C'est qu'en fait, une segmentation, ça prend 3, 4, 5 critères en compte. Dans les modèles modernes de scoring potentiel donateur, on peut monter jusqu'à 600 critères prédictifs. Donc tout, absolument tout. On va deviner votre âge à partir de votre prénom, on va regarder où vous habitez, dans quel quartier, on va regarder à quelle vitesse vous répondez aux campagnes. Enfin, tous ces critères, en fait, nous permettent d'améliorer les prédictions. Et ça, c'est vraiment une belle application du big data dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on va prendre énormément de critères pour prédire le potentiel donateur. Par contre, le résultat, en fait, est très simple. Et ça, c'est un des gros avantages. Avec le recul, c'est peut-être le plus gros. C'est qu'à chaque donateur va correspondre une classe de score et à chaque classe de score va correspondre une pression marketing spécifique. Alors, par contre, les résultats sont variables. C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes une petite association, ça va être difficile de bénéficier de ce genre de modèle, ne fût-ce que parce que la mise en place n'est pas simple. Et si ça vous permet d'optimiser 600 ou 3000 ou 5000 messages par an, en effet, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie. A contrario, quand vous arrivez chez Médecins sans frontières, vous avez des volumes immenses à optimiser, mais vous avez une personne qui, à temps plein, a passé les dernières années à optimiser les campagnes marketing, évidemment, le bonus est peut-être plus limité que sur des associations qui n'ont pas les moyens en fait, d'avoir une spécialiste du marketing direct à temps plein qui travaille sur les ciblages. Et puis surtout, et là je pense que Véronique va insister dessus pas mal, ce n'est qu'un outil. C'est-à-dire que ça ne remplace pas le fundraiser. C'est un outil supplémentaire pour guider la stratégie de collecte, mais là je n'en dis pas plus parce que c'est notamment le sujet principal dont Véronique va parler dans l'application du score potentiel donateur chez MSF.
Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation très, très intéressante et qui a, je n'en doute pas, suscité beaucoup de questions. Arnaud, on t'a perdu pendant à peu près 15-20 secondes avec à cause de la connexion, mais on aura l'occasion justement de poser des questions. Alors, justement, si vous le souhaitez, on peut prendre 5 minutes de questions, de précision peut-être sur ce que vient de présenter Arnaud. On va avoir, comme le disait Arnaud, une application peut-être plus concrète aussi avec Véronique dans un instant. Mais si vous avez des questions pour Arnaud concernant peut-être voilà, le type de modèle qu'il vient de présenter, vous pouvez utiliser, comme on l'a dit, le chat, on surveille ça, ou vous pouvez, si vous le souhaitez, lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, Il y a déjà une question de ouais, Frédéric. vas-y, Anne-Claire. Frédéric qui demandait ce scoring est réalisé hors événement extérieur, toutes choses étant égales par ailleurs. Comment intégrer l'actualité? Ah, alors en plein Covid et Ukraine, évidemment, c'est une excellente question. Les notes de score qui vont être données sont en effet Keteris paribus, toutes choses égales par ailleurs, avec des potentiels donateurs plus ou moins élevés en rythme de croisière, j'ai envie de dire. Et évidemment, si vous êtes spécialisé dans l'aide internationale et que vous avez une activité sur le sol ukrainien, il est évident que la réactivité de vos donateurs aujourd'hui ne va pas être la même que la réactivité il y a 2 ans en plein Covid ou il y a 4 ans où il ne se passait pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les donateurs qui ont les potentiels les plus élevés en vitesse de croisière ont également très souvent les potentiels les plus élevés à des moments phares ou à des moments où l'actualité est particulièrement importante. Et donc, les notes de score ABCD vont rester absolument d'actualité, mais par contre, vous allez devoir naviguer un petit peu plus à vue sur la pression marketing. Et c'est là notamment que l'importance d'avoir une prise de décision managériale et une adaptation de la pression marketing en fonction, en effet, de choses qui sont imprévisibles est importante. Donc, les donateurs A, B, C, D, E, ça restera toujours absolument d'actualité, mais par contre, vous pourriez décider de faire 2 campagnes d'urgence sur certains profils de donateurs, A, B, C, D, E par exemple, et vous rendre compte que sur d'autres profils, ça marche beaucoup moins bien, même en pleine invasion de l'Ukraine, ou en plein Covid, ou en plein tsunami, ou en plein, etc. Et c'est notamment là-dessus que, je sais que Véronique va insister beaucoup dessus, mais j'anticipe un petit peu, le score, c'est un outil, ce n'est pas une réponse. C'est-à-dire que ça vous donne un outil beaucoup plus précis, mais également plus simple à utiliser que n'importe quelle autre segmentation donateur, mais ça ne reste que ça. Et en effet, il faut quand même bien se rendre compte que le fundraiser reste seul maître à bord et c'est lui qui est capable de naviguer, de diriger le navire en cas de tempête, bien entendu. Merci Arnaud. Avant de passer la parole à Gérard, dont je vois la main levée, je voulais juste mentionner une question qui est apparue déjà 2 ou 3 fois dans le chat. Arnaud, pour toi, une question sur le coût de ce genre de méthode. Si une association veut se mettre à faire du scoring, combien ça coûte dans un ordre de grandeur, notamment pour la mise en place? Et deuxième question, à partir de quelle taille de base de données, de donateurs, finalement, ça se justifie de faire appel à ce genre d'approche? Tu as dit que pour une petite Oui, asso, absolument. En fait, pour être tout à fait honnête, il y a 10 ans, il n'y a que les grandes associations qui pouvaient se le permettre. C'est-à-dire, on était sur du WWF, on était sur du CARE, on était sur de l'Institut Gustave Roussy. C'est vrai que les petites associations étaient un peu exclues de ça, tout simplement parce que les coûts informatiques, humains, etc., étaient tels que le coût fixe n'était pas justifié. Au cours des dernières années, en fait, alors je ne vais pas dire que ça se démocratise, mais en tout cas, ça s'automatise de plus en plus. Et des choses qui auraient coûté 20 000 € il y a 10 ans en coûtent moins de 10 000 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que si vous êtes une association qui collectait
allez, on va dire moins de 1 million par an, je ne suis pas sûr que les économies d'échelle, au vu des coûts aujourd'hui qui restent quand même conséquents, soient suffisants. Si vous êtes entre 1 et 3, ça va dépendre en fait de la qualité du travail que vous faites aujourd'hui. Si vous êtes au-delà de 3, c'est aujourd'hui avec l'automatisation d'un certain nombre de tâches, au-delà de 3 millions, c'est quasiment tout le temps justifié en fait. Ne fût-ce que parce que avec une collecte de l'ordre de 2-3 millions, vous avez besoin de mettre en place des parcours donateurs différenciés, des cycles relationnels spécifiques, parce que vous avez nécessairement, avec ces volumes-là, vous faites face à des profils donateurs variés. Et si vous avez toujours le mastodonte de la grosse segmentation RFM assis sur votre sofa, vous allez être bloqué là-dedans. Et donc, ça libère en fait la créativité et ça libère la possibilité de faire des choses beaucoup plus précises dès que vous avez une base de données d'une taille suffisante en fait. Merci beaucoup Arnaud. Je voulais, comme on est un peu pris par le temps, passer la parole à Gérard qui avait levé la main. Gérard, allez-y. Oui, bonjour. S'il te plaît. Oui, bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est sur les critères. Finalement, tous les critères n'ont pas le même poids dans le scoring. Quels sont les 4-5 critères qui, finalement, ont le poids le plus fort? Ah bien, ça c'est assez drôle en fait. C'est que les critères qui ont le poids le plus fort, c'est ceux que vous connaissez déjà. Il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que ceux qui ont donné récemment, ceux qui ont donné beaucoup et ceux qui ont donné souvent, donc récence, fréquence, montant, ce sont les 3 piliers en fait de tout modèle de score. Simplement, étant donné que les segments, on est obligé de mettre dans des cases et qu'on est obligé de laisser tomber plein de critères importants, on perd cette subtilité. Alors, imaginez que vous ayez 600 critères à votre disposition et que vous utilisiez les 4 plus importants. Par exemple, le canal de collecte, la récence, la fréquence, le montant. Rien que ça, vous avez déjà de quoi faire 60 segments si vous voulez. Vous avez derrière 596 critères que vous n'avez pas utilisés. Chacun de ces critères va rajouter un tout petit peu de précision. Alors, pas grand-chose. Pas nécessairement pour justifier une segmentation encore plus compliquée, mais quand même un petit peu. Quelques pourcents par-ci, quelques pourcents par-là. Mais ces quelques pourcents multipliés 400, 500, 600 fois vont faire une grosse différence en termes de précision. Et donc, si on doit réfléchir en termes de quels sont les critères les plus importants, le score de Hunter ne va rien vous apprendre du tout. Ce sont toujours les mêmes. Récence, fréquence, montant, canal de collecte, vous avez les bases. Mais en fait, c'est les petites choses derrière qui, accumulées des centaines de fois, vont nous permettre d'avoir des modèles de plus en plus précis, tout simplement. Merci beaucoup, Merci. Arnaud. On a le temps pour une dernière question très rapide. Madame Annabelle, allez-y, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation très claire. Je viens du milieu des études, notamment consommateurs dans la grande consommation. J'imagine que plus on est une grosse organisation, surtout si on a un budget supérieur à 3 millions d'euros de collecte, il faut avoir des critères de segmentation de plus en plus précis. Donc, faire appel certainement à des cabinets. Je pense qu'il faut quand même des compétences spécifiques hautement qualifiées pour faire un tel montage, surtout que cela doit, j'imagine, s'actualiser tous les 6 mois, tous les ans, reconsidérer les critères. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, ça dépend si on parle de segmentation ou de score. La segmentation, on a beaucoup d'associations qui mettent en place leur segmentation d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui vont prendre des segmentations relativement classiques, les donateurs 0-12 mois, 13-24 mois, 25-36 mois, les dons en dessous de 50 euros, au-dessus de 50 euros, au-dessus de 200, au-dessus de 1000. C'est relativement facile en fait d'arriver à des choses comme ça. Et l'important, un des pièges en fait de ces segmentations, c'est qu'on s'y attache tellement qu'elles deviennent progressivement obsolètes parce que le monde change, les donateurs évoluent, etc., etc. Et quand on doit remettre en œuvre une nouvelle segmentation, c'est un chantier qui prend des mois. L'intérêt du score, c'est que même si à chaque fois que c'est remis en place et recalculé, tout en fait recommence à zéro. C'est-à-dire qu'on va regarder les derniers mois, les dernières années, et prendre tout ça en compte. Le résultat qui en sort est toujours le même, c'est-à-dire A, B, C, D, E. Et donc, il y a une certaine stabilité en fait dans l'utilisation d'un score par rapport à une segmentation qui, elle,
progressivement devient obsolète. Par contre, j'ai passé, On vient à nouveau de perdre Arnaud. Suspense pour la fin de la réponse. On va attendre juste quelques instants, et puis ensuite, on aura plus de temps pour les questions, hein, bien sûr, après la présentation de Véronique. Merci en tout cas de m'avoir laissé poser cette question. Je vous en prie, Annabelle. Arnaud, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'on a perdu la connexion, mais ça va revenir. En attendant, je vais demander peut-être à Anne-Claire de m'aider pour lancer un deuxième sondage qu'on voulait en fait, partager avec vous avant de donner la parole à Véronique Roturo. De manière générale, après ce que l'on vient de discuter aujourd'hui, et aussi dans votre pratique peut-être de fundraiser, quel est d'après vous le principal obstacle au développement de la collecte de dons, notamment auprès des particuliers? Donc voilà, on va vous laisser choisir. Il faut en choisir une. Il n'y a pas une bonne réponse. Ce qui nous intéresse, c'est votre réponse pour remettre un peu en perspective tout ce qu'on vient de se dire. Alors, quel serait selon vous le principal obstacle au développement de la collecte de fonds, notamment auprès des particuliers? Je vais prendre quelques secondes pour vous laisser voter. Donc, la difficulté à recruter de nouveaux donateurs, des outils ou des méthodes inadaptées, une concurrence accrue entre les causes et les organisations, le déficit de confiance envers les associations et fondations ou un risque de sursollicitation des donateurs. Il y a évidemment d'autres raisons possibles. On voulait simplement prendre votre avis sur ces sujets. Alors, on va vous quelques secondes partager les résultats de ce sondage rapide. Quels sont, d'après vous, le principal obstacle dans cette liste? Vous êtes 140 à avoir participé. Je pense qu'on va pouvoir partager les résultats. Alors, c'est effectivement difficulté à recruter des nouveaux donateurs et concurrence accrue entre les causes et les organisations qui sont les deux raisons que vous donnez en priorité. Intéressant. Les outils et méthodes inadaptés qui font écho notamment à ce que, entre autres, Arnaud nous a présenté, arrivent en 3e position devant le risque de sursollicitation des donateurs. Intéressant de voir comment, effectivement, la question des outils et des méthodes se replace dans une stratégie plus générale pour les organisations qui collectent. Merci en tout cas d'avoir voté. Ça nous fait une bonne transition pour inviter Véronique Roturo à prendre la parole pour la deuxième intervention. Véronique, est-ce que vous souhaitez prendre la main sur les slides? Oui, bonjour à tous. Alors, bonjour Véronique, merci. Je partage mon écran. Voilà, c'est parfait. Vous voyez bien mon écran, moi je ne vous vois pas. Donc, je m'appelle Véronique, ça fait 10 ans que je travaille pour la recherche de fonds de Médecins sans frontières en Suisse en tant qu'analyste de recherche de fonds. C'est une fonction qui a beaucoup évolué en 10 ans. Au départ, effectivement, j'étais essentiellement dédiée aux analyses marketing direct, à la segmentation, l'analyse des résultats de campagne. Maintenant, la position d'analyste recherche de fonds englobe vraiment le suivi, la prévision budgétaire et puis tous les canaux de recherche de fonds, de la philanthropie aux donateurs réguliers. Donc, c'est très riche en termes d'analyse. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous l'expérience qu'on a de la mise en place d'une segmentation basée sur un score prédictif à Médecins sans frontières. Alors, moi, je ne vais pas simplifier le slide. Veuillez m'excuser. Alors Véronique, on a perdu vos slides. Allez, voilà, ouais. c'est nouveau. Excusez-moi, non, parce que je n'arrive pas à les faire défiler une à une. Ce qui est embêtant si on reste sur la slide numéro 1. Voilà. Ça y est. C'est bon. Donc le contexte, ouais, comme on peut voir dans quel contexte on a pu appliquer cette segmentation. Donc Médecins sans frontières, donc une organisation médicale d'urgence. Comme on est sur une audience francophone, je pense que la notoriété de Médecins sans frontières est assez élevée. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de l'organisation. Par contre, en termes de fundraising, donc Médecins sans frontières fonctionne avec des fonds privés essentiellement à 96%. Et la section suisse, qui est aussi un centre opérationnel, un des 5 centres opérationnels et un des 30 bureaux de recherche de fonds, la collecte s'est élevée à 136,6 millions de francs suisses en 2021 grâce à la générosité de 260 000 donateurs. Donc, on est effectivement sur une recherche de fonds, enfin, sur une collecte très élevée
C'est la 3e section au niveau du mouvement, la Suisse, par rapport aux 30 autres pays qui lèvent aussi des fonds pour Médecins sans frontières. Le marketing direct, parce que c'est le sujet qui va nous intéresser pour parler segmentation et score, c'est 28,5% de la collecte totale, donc 39 millions. Je parle vraiment ici des dons uniques, parce que la Suisse n'est pas encore un marché vraiment très fort sur les dons réguliers. C'est 10% du revenu, les dons réguliers, donc ça reste encore assez faible par rapport à des marchés comme la France, je présume. Mais justement, pour un score qui va prédire finalement un potentiel de dons uniques par an, c'était particulièrement adapté à notre situation. On a une base de contacts qui contient à peu près 800 000 contacts, donc des donateurs qui ont donné il y a très longtemps ou il n'y a pas longtemps, mais qui ont au moins eu un point de contact avec Médecins sans frontières et qu'on peut du coup solliciter. Et on les sollicite au travers de 8 à 12 courriers écrits par an et télémarketing. Et là, dans ce que je vais aborder par la suite, on est vraiment sur des campagnes de courrier parce que pour les emailing, on ne segmente pas, on envoie à tous les donateurs qui ont un email. Donc jusqu'en 2019, on a segmenté, comme le disait Arnaud, sur des critères basés sur les historiques de paiement, donc sur RFM, et également le langage, puisqu'il y a 3 langues en Suisse, donc ça pouvait aussi être un critère pour affiner les sélections. Et en 2019, on s'est quand même interrogé pour diminuer un peu la pression et diminuer les coûts aussi en matière de campagne. Et c'est pour ça que j'ai voulu tester cette nouvelle segmentation basée sur le score. Donc, comme toute initiative en marketing direct, on a d'abord procédé à un test. Donc, pendant 1 an, sur à peu près 8 campagnes, on a segmenté la moitié de la base avec des critères RFM et l'autre moitié avec des critères score pour être sûr qu'en changeant de méthode, on n'allait pas non plus changer nos résultats d'une manière inattendue, puis pour avoir déjà quelques enseignements afin de généraliser dans les meilleures conditions. Donc, le premier enseignement, c'est qu'en termes de revenus, c'était quasi identique. Je dis quasi parce que c'était quand même légèrement supérieur, de là à amortir les coûts liés à la mise en place du score. Mais après, il n'y avait pas une différence drastique au niveau du revenu. Par contre, on voyait déjà un impact très positif sur le don moyen, sur le groupe qui avait été segmenté via le score. Il avait un don moyen 4% plus élevé que le groupe segmenté sur des critères RFM. Donc, ça montrait bien qu'on allait chercher des donateurs quelque part plus intéressants et qu'on avait mieux ciblé nos campagnes. Par contre, d'autres enseignements, le fait d'avoir voulu, on a voulu que nos 2 tests soient à volumes équivalents. Et du coup, je pense qu'on a contraint quand même le résultat du test score, puisqu'on a un peu forcé les volumes. Et pour que le scoring soit intéressant, il faut aussi respecter vraiment le niveau de pression qui est recommandé. Et si on veut absolument imposer un volume, on casse un petit peu l'effet qu'on peut voir sur la rentabilité. Un autre impact qu'on a vu et qui était important pour une généralisation, c'est l'impact négatif que ça avait sur le taux de consolidation des nouveaux donateurs. Donc, j'appelle là le pourcentage de nouveaux donateurs qui fait un 2e don, et donc un 2e pas vers l'association pour devenir un donateur fidèle. Parce qu'en effet, ces nouveaux donateurs, ce n'est pas forcément eux qui vont avoir un potentiel de don unique le plus fort dans l'année. Donc, en termes de classe de score, ils ne seront peut-être pas forcément très bien positionnés. Pour autant, ils ont déjà fait un pas vers nous. Donc, on considère que c'est important déjà de les tenir au courant et de créer cette relation, enfin de les tenir au courant de nos activités, de les rassurer sur l'utilisation des fonds et puis de créer une relation avec eux. Donc, c'est important dans les mois qui suivent ce premier don d'être en contact avec ce nouveau donateur. Et le niveau de pression recommandé par le score était finalement un peu faible. Donc, c'est typiquement le genre de cible qu'il faut savoir ne pas scorer, enfin, tout dépend de la stratégie, mais nous, dans notre stratégie à Médecins sans frontières, on n'applique pas le score pour les nouveaux donateurs, puisque la première année, l'enjeu, ce n'est pas d'optimiser les coûts et les recettes sur ces donateurs, mais c'est bien de créer une relation avec eux. Un autre point qui est sorti de ce test, c'est qu'est-ce qu'il en est des donateurs réguliers, puisque là, le score, il travaille sur le don unique, et du coup, les donateurs réguliers, pour lesquels, eux, ça va plus être un engagement long terme. Quel est l'impact de trop les solliciter ou pas les solliciter? C'était moins évident d'avoir des conclusions sur cette cible et ça l'est toujours. Donc, je voulais surtout insister aujourd'hui, après, donc, ça fait 3 ans maintenant, donc depuis 2019, on a testé, depuis 2020, on généralise la segmentation par le scoring sur plusieurs cibles. Donc, ça fonctionne avec 4 mises à jour par an. On copie la base chez le prestataire qui renvoie un score, donc au niveau de la mise à jour du score, c'est assez souple. Et je vais vous partager ce qui a bien fonctionné, puis les challenges qu'on a rencontrés aussi en mettant en place cette nouvelle méthode. Donc, d'un point de vue analyse, le score, c'est juste un outil parfait pour l'analyste. Que ce soit de la préparation du plan d'action à la préparation des campagnes et jusqu'aux analyses après des résultats, le score est vraiment un outil merveilleux. Par exemple, ici, la préparation du plan d'action qu'on fait en septembre, donc on a eu la livraison par score, on sait le niveau de pression qu'il faut adapter.
on croise ce niveau de pression avec le plan marketing direct et on discute avec l'équipe marketing direct pour voir comment sur chaque campagne, quelle classe de score va être sélectionnée pour quelle campagne. Et là, du coup, automatiquement, on a des volumes qui se calculent, donc un budget qui est très rapidement calculé. Et si vous avez un bon historique de taux de réponse, de dons moyens, on a le revenu qui arrive et du coup, on peut simuler beaucoup de scénarios. Voilà, c'est une matrice qui est vraiment simple et confortable pour simuler son budget, simuler son plan d'action. Et c'est très précis, je trouve, en termes de résultats. C'est quelque chose de... On a vu par la suite que c'est fiable et précis. En termes de campagne, Arnaud en a parlé. C'est clair que passer d'une segmentation RFM au scoring, pour la personne qui va saisir techniquement la campagne, c'est très confortable, c'est beaucoup moins de critères à saisir, c'est plus lisible, c'est plus compréhensible et moins source d'erreur aussi, je trouve, accessoirement. Et puis, on fait beaucoup de tests en marketing direct et on peut toujours avoir des groupes tests très comparables, que ce soit avec une segmentation basée sur le score ou basée sur des critères RFM. Dans les deux cas, on peut tester, on peut faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Et en termes d'analyse, il y a aussi, c'est un outil aussi très appréciable. Juste, par exemple, pour comparer les segments, avant 2019, on avait tendance à modifier souvent le montant dans notre segmentation RFM. Donc, une fois, on va solliciter les euros 12 mois 3 dons, 40 francs. Puis sur le mailing suivant, on va s'arrêter à 20 francs. Du coup, la comparaison d'une campagne à l'autre n'était pas forcément fiable et évidente. Là, on a des choses très lisibles, très fiables d'une campagne à l'autre. On sait qu'on s'adresse aux donateurs A, B, C, par exemple. Finalement, après, pour l'analyse, je regroupe souvent par score, vu que les résultats peuvent être similaires entre les plus fortes classes de score. Arnaud nous a aussi ouvert sur d'autres types d'analyses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Par exemple, les matrices de transition qui montrent comment les donateurs sont passés d'un segment à l'autre durant l'année qui vient de s'écouler. Donc, notre capacité à upgrader les donateurs. Est-ce que le plan de campagne a permis l'upgrading ou pas? La générosité espérée aussi, qui se base sur les matrices de transition et puis c'est une projection statistique finalement sur plusieurs années des différents profils. Et ça, pour orienter ces investissements, c'est également des outils très appréciables. Et puis forcément, donc là, je sors de l'univers des analyses plus, mais par rapport à un autre avantage du scoring, c'est évidemment l'optimisation des campagnes. Donc, comme Arnaud l'a expliqué, nous, on voit effectivement que les classes A et B, l'an dernier, c'était 20% des donateurs. Et en termes de collecte sur les courriers et sur le télémarketing, c'était 90% de la collecte. Donc, on a effectivement cette répartition et on peut effectivement faire des campagnes avec moins de volume tout en ayant un revenu assez élevé. Là, j'ai mis par exemple un courrier d'appel de dons envoyé en mai. Alors, bien sûr, le contexte est un peu différent d'une année à l'autre, mais en l'occurrence, 2021 était une très bonne année aussi. On voit qu'en diminuant les volumes de 26%, le revenu a juste chuté de 12%. Donc, il y a la possibilité d'envoyer des campagnes très ciblées et très efficaces. Après, est-ce qu'on fait ça pour chacune de nos 8-10 campagnes? Non. On le fait pour certaines campagnes, mais on a toujours en tête le risque de sous-sollicitation. Alors, peut-être la sous-sollicitation, c'est vraiment ce qui nous a préoccupés quand on a mis en place ce score, c'est de se dire, est-ce qu'on ne va pas sous-solliciter nos donateurs? C'était le point qui nous inquiétait le plus. Sans doute, il y a une partie de réticence au changement qui n'est pas forcément rationnelle, mais il y a aussi des vrais éléments où il y a un risque de sous-sollicitation, des vrais enjeux. Donc, je vous ai déjà parlé du deuxième don, donc le fait de relâcher la pression après qu'un donateur ait fait un pas vers nous. Il y a un risque pour qu'il ne devienne pas un donateur fidèle, pour qu'il se lasse. Ça, je l'ai déjà évoqué. Les donateurs réguliers, je l'ai un peu évoqué aussi, mais du coup, un donateur, donc voilà, le don, le potentiel qui est calculé par le score, c'est du don unique. Il y a beaucoup de donateurs réguliers qui n'ont pas forcément le potentiel de faire des dons additionnels. Donc, la recommandation va être une sollicitation assez légère. Or, déjà, on considère que quand on est donateur régulier, c'est important de tenir ce donateur informé de nos activités, sur l'utilisation de son don, comment on l'utilise et de tenir informé de nos activités. Donc déjà, ce n'est pas parce qu'on est donateur régulier avec un faible potentiel de don unique qu'on ne va pas solliciter. Et en plus, l'enjeu, il se fait plus sur le long terme. Donc voilà, il peut y avoir un impact sur l'attrition. Après, c'est quelque chose qui reste difficile à mesurer, parce que le taux d'annulation, ce n'est pas sur l'année en cours, c'est vraiment sur le long terme. Donc en termes d'analyse, ce n'est pas forcément le plus évident à mesurer, mais en tout cas, on a identifié ce risque de sous-sollicitation, et j'y reviendrai dans ma dernière partie. On opte finalement pour un mix pour ce genre de donateur, pour ce type de donateur. Pardon.
Enfin, la Suisse a un marché de grands donateurs et de middle donors très important. Donc, bon, déjà, la plupart sont effectivement sur des classes A et B. Le risque de sollicitation n'est peut-être pas très évident, de sous-sollicitation, mais par peur de manquer un gros don, on ne score même pas ces deux cibles-là. Elles sont incluses sur nos campagnes parce qu'il peut toujours y avoir une surprise et un don important qui arrive. Donc, même si parmi cette cible, il y avait des scores un peu moins bons, on ne prendrait pas le risque de ne pas solliciter à chaque campagne ces types de donateurs. Pour les major donors, ils font aussi l'objet pour certains d'une cultivation en one-to-one. Et enfin, le risque de sous-sollicitation, c'est que les dernières classes, la recommandation de pression, c'est presque de les solliciter jamais ou une seule fois par an, si on applique strictement la recommandation qui est livrée. Or, quand on voit déjà le coût d'un prospect par rapport au coût de quelqu'un qui peut-être a un score très très faible, mais il restera toujours moins élevé qu'un prospect, donc plutôt que d'aller sous-solliciter la partie la moins intéressante de la base et après aller investir dans de l'acquisition en donateur unique, on préfère finalement toujours solliciter au moins 2-3 fois par an, même les donateurs ayant le score le plus faible, parce que voilà, le taux de réponse par rapport à un prospect sera de toute façon meilleur, puisqu'il y a déjà eu un point de contact avec l'association, et en termes de coût, on sera sur un coût largement inférieur à une location de prospect. Donc, même si voilà, la recommandation est de ne pas solliciter les donateurs à faible potentiel, on préfère quand même le faire et ça nous permet aussi de diminuer après nos investissements sur de l'acquisition de dons uniques qui est plus coûteuse et qui offre de moins bons résultats. Donc voilà, priorité à la stratégie. Le score, c'est bien. Comme le dit Arnaud, c'est un bon outil, mais on ne peut pas l'appliquer à tous. Et voilà, il faut faire du détail. Les autres challenges qu'on a rencontrés pour mettre en place ce score, bon, ça paraît un point de détail, mais les volumes, ce n'est pas si évident de laisser s'exprimer le score exactement comme on l'avait prévu au mois de septembre. Donc en septembre, je vous expliquais, on prépare notre POA, on croise le plan marketing avec les différentes classes de score, et puis on lance les commandes de papier, on va préimprimer des documents dans différents plans. Donc après, et on engage un budget. Donc quand la campagne arrive au mois de mai, ben, je me suis un peu engagée sur des volumes que je dois respecter. Or, entre-temps, à chaque mise à jour, le volume par classe A, par classe B peut avoir changé. Le volume de nouveaux donateurs peut également être plus haut, plus élevé ou moins élevé que prévu. Bref, les données auront quand même légèrement changé. Donc finalement, à chaque campagne, il y a vraiment la théorie. Et après, dans la pratique, à chaque campagne, je ne peux pas appliquer strictement le plan comme je l'avais prévu au mois de septembre. Parfois, voilà, finalement, on n'ira pas jusqu'à la classe D, on va s'arrêter à la classe C et puis j'essaierai de compenser sur le mailing suivant. Mais voilà, il y a un petit biais là-dessus, on ne peut pas après faire exactement le niveau de pression requis. Un autre challenge qu'on a eu, c'est de ne pas calquer, de pas combiner RFM, donc résistance fréquence montante, sur le score. Et en même temps, il y a quand même des cas où il faut considérer certains de ces critères. Alors, le critère du montant, celui-là, on l'a tout de suite oublié. Il a été remplacé par le score, c'était évident pour tous. La fréquence, à part les donateurs 1 don, 0,12 mois que j'ai déjà évoqué, pour le reste, on l'oublie aussi, on fait confiance au score qui prennent en compte ce critère et que ce n'est pas la peine de rajouter ce critère. Par contre, la récence, c'est moins évident d'oublier complètement ce critère et de juste s'en référer au score. Pourquoi? Parce qu'à la récence, les résultats vont beaucoup dépendre du contenu du message. On a par exemple des messages très forts pour les donateurs qui ont arrêté de nous soutenir depuis plus de 3 ans, qui visent à les interpeller. Par exemple, avons-nous perdu votre confiance, ou des messages qui interpellent sur le fait que le donateur n'a pas donné depuis un certain temps. On ne peut pas adresser ces messages du coup à quelqu'un qui aurait aussi un score J, mettons, un score faible, et qui aurait donné, lui, depuis moins d'1 an. Donc finalement, même pour une note de score équivalente, la récence va quand même guider le message et on est obligé de faire à un moment donné, de prendre en compte les plus, donc nous on limite à 3 ans, les plus de 3 ans et les moins de 3 ans, pour coller le ton du message avec le type de donateur. De la même façon, pour une même classe, mettons la classe D, si c'est un message standard, il fonctionnera forcément, enfin c'est ce qu'on observe, moins bien pour un donateur qui n'a pas soutenu l'association depuis 5 ans que pour un donateur qui l'a soutenu l'an dernier, parce que le message sera différent. Ce n'est pas que le score, le potentiel est faux, c'est parce qu'on ne peut pas adresser le même message à un donateur sous prétexte qu'ils ont le même type, enfin le même score ABCD. Il faut adapter le message
peut-être qu'ils ont le même potentiel, mais pour activer ce potentiel, on ne va pas s'adresser à eux de la même façon. On ne va pas parler des mêmes sujets à un donateur fidèle ou à un donateur qui a même peut-être oublié ce que faisait l'association. Donc, c'est en ça que le score est un outil, mais après, c'est quand même la stratégie, le message et le parcours donateur qui importent. Et j'en viens, c'est mon dernier point sur le parcours donateur. Ça a été aussi un point un challenge de trouver l'équilibre entre plus que le profil, je parlerai de parcours donateur et de score. Parce que le score, finalement, il va viser une rentabilité dans l'année, enfin pas une rentabilité, ça m'embête d'utiliser ces termes, mais il va viser à optimiser le revenu, la collecte sur un an. Alors qu'à côté de ça, un parcours donateur, il a pour but de mettre un relationnel avec le donateur sur plusieurs années. Donc, on a quand même des parcours, des parcours qui sont développés pour développer une relation long terme avec le donateur. Et le scoring, lui, c'est plus un outil qui va nous permettre d'optimiser les campagnes ou le revenu annuel, mais qui ne va pas non plus se projeter sur plusieurs années dans la façon dont on l'utilise. Je vais prendre un exemple pour illustrer, ce sera peut-être plus clair. L'équipe marketing direct, du coup, a lancé un parcours pour les donateurs réguliers, les donateurs d'urgence. Et ce parcours incluait une série de sollicitations qui se faisaient écho les unes aux autres. Du coup, déjà, l'objectif, c'était diminuer le taux d'annulation après 12-24 mois de dons réguliers, alors que l'objectif du scoring est plus, du coup, un taux de réponse par campagne et un revenu dans l'année. Donc, on n'était pas sur le même périmètre de temps. Et puis, le fait que les sollicitations se suivaient les unes les autres, on attendait des résultats sur une combinaison de ces différentes actions et pas sur une campagne. Donc, on avait là, voilà, c'est important d'avoir finalement tous les donateurs réguliers, de sélectionner pour l'ensemble de cette combinaison de courriers. Et en cela, le score ne peut pas s'appliquer. La stratégie est un objectif long terme avec un groupe, une combinaison de communication. Dans ces cas de figure, on ne peut pas appliquer un score qui va nous faire aller de A à B sur un premier courrier, puis de A à F sur le courrier suivant. Donc, au final, on se sert du score et on applique le score aux groupes pour lesquels c'est intéressant, mais ce n'est pas intéressant pour tous les donateurs parce qu'il faut garder en tête la stratégie qu'on a pour chaque type de donateur, le parcours donateur qu'on a. Donc, pour résumer, pour les major middle, nous n'appliquons pas la grille de score parce qu'on a peur d'une opportunité manquée. Les nouveaux donateurs, on veut créer une relation avant de travailler avec le score. Les donateurs réguliers, on a finalement un mix maintenant entre les mailings qui se font suite et pour lesquels l'ensemble des donateurs réguliers va être sélectionné. Et puis d'autres mailings qui vont être, du coup, on va donner la priorité au ROI et pour lequel on va appliquer le score. Et puis après, les autres donateurs, on met quand même une limite moins de 36 mois, plus de 36 mois, afin d'adresser les bons messages aux bons donateurs. Puis, on travaille le score. Donc, en conclusion, je trouve que c'est un outil de segmentation très fiable, très performant et qui a une utilisation vraiment parfaite pour l'analyste. Mais il faut bien avoir en tête qu'il est au service de la stratégie de fidélisation, de réactivation, enfin la stratégie marketing direct, qui ne vient pas remplacer la stratégie, qui vient juste se mettre au service de cette stratégie. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette segmentation, c'est qu'avec RFM, j'avais quand même l'impression que on avait fait le tour, on était limité et voilà. Le scoring, je pense qu'il y a aussi d'autres opportunités à saisir avec ce modèle prédictif, que ce soit détecter de nouveaux profils, des profils plus middle donor, que ce soit aussi affiner quel mailing pour quelle cible. Enfin, il laisse vraiment d'autres opportunités que je n'ai pas forcément toutes en tête, mais je suis confiante qu'on n'a pas fait le tour encore avec ça, ce qui n'était pas le cas forcément de la segmentation RFM. Voilà, je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Véronique, pour votre présentation. Voilà, vous avez très bien guidé dans les coulisses d'une mise en place d'une telle stratégie de scoring prédictif. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je vous propose, je crois qu'on a récupéré Arnaud, qui a récupéré sa connexion. C'est pour une nouvelle. Je suis tétanisé, mais oui, vous m'avez récupéré. Je ne sais pas si c'est pour un bien ou un mal, mais toutes mes excuses, problème Internet, qui évidemment arrive maintenant, sinon c'est pas drôle. En tout cas, merci Arnaud d'avoir rejoint en cours de route la présentation de Véronique. Ce qu'on vous propose, comme on voudrait optimiser le temps de questions, il y a déjà une question qui est revenue 2 ou 3 fois dans le chat que je voulais vous poser, peut-être Véronique en priorité. C'est la question de la protection des données. Je sais qu'en Suisse,
il y a une loi sur la protection des données qui va être mise en œuvre cette année, qui était moins rapide à mettre en place que la RGPD en France. Est-ce que ce type de modèle prédictif de scoring change la donne sur la façon dont vous gérez les données de vos donateurs? Est-ce qu'il y a des contraintes légales qui peuvent être embêtantes par rapport à ce que vous faites déjà en RFM, ou alors est-ce que c'est exactement la même chose? Donc déjà, Médecins sans frontières suisse, on s'est aligné avec la France parce que bon, comme c'est un mouvement Médecins sans frontières, on applique la GDRP en même temps que ça fait déjà plusieurs années en tout cas. Et non, la seule contrainte, c'est la copie de la base qu'on doit faire pour que, on l'aura compris, c'est pas moi qui calcule le score. Il faut effectivement copier ces informations sur un serveur pour qu'elles soient moulinées dans la machine à scoring. Et bien là, donc déjà les données sont anonymisées. On n'a pas le nom de famille des donateurs. Et puis surtout, j'encadre cette copie de tous les documents juridiques qui visent à protéger le donateur et l'utilisation de ces données. Elles sont strictement encadrées dans un contrat de data agreement sur le partage des données. Donc, c'est pas, avec RFM, la différence, c'est qu'on ne copiait pas la base, effectivement, pour aller la faire analyser. Quoiqu'on peut être amené à faire ça pour d'autres types d'analyses. Je pense qu'il y a beaucoup d'analyses possibles sur les bases de donateurs. Après, voilà, c'est surtout une structure, un cadre juridique qu'il faut donner à ces copies et des serveurs sécurisés. Et voilà, nous, on a un département qui s'occupe de vérifier les documents et la sécurité de ces copies. Très bien. Véronique, ça marche bien effectivement pour les grandes associations comme MSF. Arnaud, peut-être une réponse plus générale. Comment on peut s'y prendre pour… Oui, en fait, il y a des contrats RGPD qui existent, qui sont maintenant devenus complètement standards et qui sont proposés à chaque fois. Une des clés de l'opération, c'est que les données ne doivent jamais quitter l'Europe. Parce que si ça quitte l'Europe, ça crée des problématiques supérieures. Mais tant que tous les parties inclus sont sous la même législation RGPD, tant qu'il y a un contrat de sous-traitance, en fait, ça ne pose aucun problème. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. On a encore un peu de temps pour d'autres questions, donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez poser une question à l'un ou l'autre de nos intervenants. Il y a Yann Toinet, notamment, qui demande collectez-vous l'historique des donateurs, donatrices, autres secteurs d'intérêt, etc., pour faire le profiling? Quand vous parlez alors, autre secteur d'intérêt, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par ça? Donc, on peut faire du profiling socio-démographique. Oui. Pardon. Non, je voulais juste savoir si Yann voulait préciser sa question par oral. Oui, je peux le faire éventuellement. Bonjour à tous. J'ai plusieurs secteurs d'intérêt, c'est-à-dire je me suis alloué un certain budget chaque mois sur certaines assos. Je voulais savoir si mes capacités de financement ne sont pas non plus… voilà. Hein. Donc, je dois déterminer vers qui je vais orienter ces quelques centaines d'euros par mois que je peux allouer vers tel et tel assos. Et ce qui veut dire que ça peut me limiter sur certaines d'autres associations. Donc, je voulais savoir si vous collectez cette information pour savoir voilà, vers où appuyer. D'accord, non, en fait, là, en fait, sans l'accord des donateurs, ce sera absolument illégal. Donc, sans l'accord des donateurs, ce sera absolument illégal. Donc, lorsque voilà, si je reçois la base de données MSF ou la base de données Fondation de France ou la base de données Greenpeace, où il y a une étanchéité absolue à la fois légale et technique entre ces bases de données, on ne peut pas croiser les flux. Ça, ce serait inacceptable. Alors, il y a certains qui l'ont fait. Hein. En Italie, il y a eu un petit scandale à ce niveau-là où à chaque fois que vous envoyez votre base de données pour être scoré, magiquement, les noms de vos donateurs apparaissaient dans d'autres fichiers qui étaient revendus par la suite. Heureusement, c'est très rare, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et de toute façon, les bases qui sont transmises sont anonymisées. Donc, même si on voulait, ce qu'on ne veut pas, mais même si on voulait, ce serait techniquement impossible au vu des remparts de protection de la vie privée qui sont mis en place à la fois techniquement et légalement. Oui, ça, je le comprends très bien, c'est normal. Hein. On voit pas mal, nous, de startups qui vont croiser de la donnée
en utilisant l'IA pour capitaliser et faire des choses. Mais je parle si c'est un acte volontaire de la part du donateur pour lui montrer qu'on a différents centres d'intérêt, qu'il y a ça et ça qui nous intéresse. C'est peut-être possible d'en tirer certaines conclusions de votre côté. Donc, avec l'accord du donateur. D'accord. Alors, OK, je comprends mieux. Donc, c'est pas de votre initiative, en fait. Écoutez, on se reparle dans quelques mois parce qu'on est en train de travailler avec des chercheurs à l'ESSEC sur une base de données où on a croisé 24, avec l'accord, 24 bases de données caritatives. Et pour voir si, par exemple, si on a une qui sollicite, est-ce que ça diminue le taux de générosité chez une autre? Mais c'est un peu trop tôt pour en parler, c'est sur un cas très particulier. D'accord, parce que nous, on est en train de faire la même chose, mais sur les startups. C'est-à-dire, on travaille dans un environnement on appelle ça investisseur privé, hein, business angel, et on cherche à savoir qui investit dans quoi, à quel moment, quels sont les secteurs d'intérêt, etc. Ce qui nous permet de mieux les profiler pour pouvoir leur envoyer les dossiers les plus pertinents. Et je me dis qu'il y a certainement certaines choses techniques à emprunter des deux côtés, vers les deux côtés. Oui, mais dans le secteur du fundraising, en fait, tout échange de données entre différentes associations se fait par des tiers de confiance qui s'engagent à ne pas croiser les flux. Donc, ce serait à la fois techniquement et légalement beaucoup plus complexe. Oui, mais toujours avec l'accord des investisseurs. OK, très bien. Merci. Merci pour votre question, Yann et Arnaud, pour la réponse. On avait juste une demande de précision, Arnaud. Tout à l'heure, tu évoquais effectivement à partir de 3 millions d'euros de collecte annuelle, le scoring se justifie, enfin cette approche se justifie. Est-ce que ça inclut seulement les particuliers ou aussi, par exemple, les très grands dons? Parce que c'est 3 millions d'euros de petits dons, c'est ça Alors, en général, dans toute base de données, il y a des grands dons. Hein. Donc, quand je parle de 3 millions, alors, c'est compliqué de donner une réponse comme ça toute faite parce que vous avez des bases de données où il y a plein de choses à faire qui collectent 2 millions et d'autres bases de données où la marge d'amélioration est beaucoup plus faible et qui pourtant est plus grande. Donc, ça doit, ce qu'on fait régulièrement, et on l'avait fait d'ailleurs avec MSF, c'est qu'on fait des tests à blanc. C'est assez cruel d'ailleurs, puisqu'on revient un an en arrière. Véronique, je ne sais pas si tu te souviens, mais on revient un an en arrière et on se dit, voilà, si vous aviez fait ça il y a un an, voilà ce que ça vous aurait coûté ou rapporté. Parfois, ce n'est pas justifié, parfois ça l'est et on avance comme ça. Donc, c'est difficile de donner une chose, enfin, voilà, une réponse en boîte comme ça. Par contre, il y a quelques éléments qui font que c'est plus facile de trouver des zones d'amélioration que d'autres. Le premier, c'est quand vous avez peu de ressources internes pour optimiser votre marketing direct. On a des associations qui sont sous-dimensionnées en termes d'équipe et on sait qu'il y a déjà pas mal d'améliorations là-dessus. Lorsque le don moyen est un peu faible, ce sont des bases sur lesquelles il est facile de gâcher les ressources de l'association en sollicitant des donateurs qui en fait sont pas rentables mais qui sont perdus dans la masse. La taille de la base, la nature des dons, etc. Maintenant, c'est vrai que si vous avez une base de données avec 10 donateurs qui vous donnent chacun 300 000 €, ok, vous collectez 3 millions par an, mais ce n'est pas pour vous, clairement, évidemment. Mais c'est difficile de répondre avant et c'est pour ça qu'on fait les tests à blanc pour voir de l'intérêt préalable de faire ça ou pas. Merci Arnaud. Une dernière question qui est revenue plusieurs fois dans le chat, peut-être pour Véronique et Arnaud. On peut avoir un petit peu une idée du marché. Qui propose aujourd'hui ce genre de service aux associations? Enfin, Arnaud, tu as une double casquette, hein, puisque tu es à la fois professeur, chercheur, et puis tu es aussi praticien, donc tu sais faire ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée du marché? Qui propose ce genre de service aujourd'hui, au moins pour donner un aperçu aux personnes intéressées? Véronique, par exemple, vous avez fait un appel d'offres. Comment vous avez procédé? Non, pour ce test, on n'aurait pas en dessous un certain niveau d'investissement. On ne fait pas forcément d'appel d'offres. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs en Suisse, en tout cas encore, à ma connaissance, qui font ça. C'était plus des orientations sur des critères géomarketing qui étaient proposés sur le marché ces dernières années. En plus, les critères pouvoir d'achat, sortir des sinus milieu, des profils, des personas, c'est plus ce genre de produits qu'on trouve sur le marché suisse. Et à ma connaissance, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de prestataires, mais je laisse Arnaud compléter la réponse. Pour être tout à fait honnête, j'ai mal suivi l'évolution du secteur. Il y a eu beaucoup de changements récemment. Il y a des sociétés qui sont divisées en deux. Il y en a d'autres qui se sont dirigées vers le
le secteur plutôt privé. En fait, une des grandes difficultés aujourd'hui, quand on réfléchit au domaine général du fundraising analytique, qui est l'utilisation des données de type machine learning et autres au monde du fundraising, une des grandes frustrations qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que le secteur privé, il y a un tel appel de vide en termes de talent qu'aujourd'hui, je donne cours à ESSEC Centrale Supélec, donc un master en Business Analytics. Tous les étudiants sont recrutés avant même de quitter l'école. Et ces profils-là, ils vont à Google, ils vont à Facebook, et on sait que les moyens des associations ne sont pas aussi élevés que Google, Facebook. Et donc, quand vous regardez en fait les acteurs qui sont actifs dans le milieu du fundraising, il y en a quelques-uns, hein, Complex System, mais je crois qu'il a changé de nom, Octos et autres. En fait, vous vous rendez compte que le domaine fundraising est quasiment mis en post-scriptum, parce qu'en fait, c'est pas là que le chiffre d'affaires le plus élevé se trouve aujourd'hui, parce qu'il y a de telles demandes dans le secteur privé non caritatif, et les talents sont malheureusement un peu rares. C'est un univers qui change beaucoup et très vite. Et malheureusement, il faut bien se rendre compte que dans le milieu du fundraising, c'est un peu l'enfant pauvre par rapport à ça. C'est-à-dire que le nombre de sociétés mondiales dans le marketing analytique est passé de 200 à 7200 en 5 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui sont spécialisés dans le fundraising, malheureusement, parce que justement, les moyens ne sont pas là. Et c'est pour ça que, de notre côté, on travaille beaucoup à l'automatisation et à la démocratisation de ce genre d'approche-là, parce que c'est quand même plus valorisant d'aider Médecins sans frontières que d'aider Pepsi à gagner 0,5% de part de marché, mais ce n'est pas votre chair que je vais convaincre, du contraire, évidemment. Merci beaucoup, Arnaud. Je vois qu'il est déjà 13h40. On touche un petit peu à la fin de notre rendez-vous, puisqu'on est censé terminer à peu près à 13h45. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur, Véronique et Arnaud, d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nos participants. On était, je crois, au plus haut, à peu près 180 aujourd'hui, donc vraiment, le sujet passionne. Merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin. Véronique, si vous deviez passer un message peut-être à vos confrères et consoeurs fundraisers. On a bien aimé votre présentation, évidemment, on l'a bien comprise, mais un mot de la fin peut-être sur ces enjeux de scoring. J'étais ravie aussi de partager ça avec vous. Pour conclure, je dirais que c'est vrai que en marketing direct, l'innovation, ça reste quelque chose il faut oser innover, il faut oser essayer des nouvelles façons de faire, des nouveaux messages. Et le scoring s'inscrit parfaitement dans cette envie d'innovation qu'on a, en tout cas à Médecins sans frontières, pour approcher toujours au mieux les donateurs, pour créer une belle relation avec eux. Et c'est vraiment un outil qui vient compléter cette stratégie et qui nous permet justement de nous différencier aussi, je pense, d'avoir une approche un peu différente. En tout cas, voilà. Après, c'est un travail d'équipe, donc c'est juste un petit élément parmi tout le reste. Mais en tout cas, je conclurai sur cette envie d'innovation qu'on a et qui fait complètement écho au scoring. Merci beaucoup, Véronique, encore d'avoir participé. Arnaud, peut-être le mot de la fin de ton côté. Oui, vraiment, très très rapidement. On sait que les grands enjeux du fundraising, ça va être de s'adapter à des populations habituées à Google et iPhone. Hein. On s'attend à de l'ultra-personnalisation, on s'attend à ce qu'on parle de soi, on s'attend à des parcours qui sont parfaitement adaptés à nos profils. Donc ça, c'est les grands enjeux de demain. Les scoring potentiels donateurs, ils ne vont pas répondre à cette question-là, mais par contre, ils vont éventuellement contribuer à vous simplifier la vie pour vous permettre de vous concentrer sur les vrais enjeux de demain. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte qui est au moins aussi important que la précision qu'on peut avoir ou la rentabilité qu'on peut avoir. Pouvoir se concentrer sur les vrais enjeux et d'avoir des choses un peu plus automatisées derrière pour libérer les équipes des difficultés de gérer le marketing direct qui reste très important. C'est un peu un des enjeux du scoring potentiel donateur en tout cas. Voilà, merci Arthur, Claire, pour cette invitation.
Merci beaucoup Arnaud, et à libérer le temps de cerveau disponible pour, voilà, pour la stratégie, les grands enjeux de demain. Belle conclusion. Merci à tous les deux. Anne-Claire, je te laisse la parole peut-être pour conclure. Oui, un grand merci effectivement à Arnaud et Véronique. Les messages enthousiastes dans le chat suggèrent que voilà, l'auditoire a été en tout cas très intéressé par ce qui a été partagé. Quelques petits messages très rapides. Si vous avez prévu de voilà, communiquer sur ces éléments, n'oubliez pas le live tweet que Gaëtan a animé. Sachez aussi, et ça c'est vraiment passionnant, on a une quatrième collègue de la chaire Philanthropie, Anne Monnier, qui anime depuis plusieurs mois un podcast. Et le dernier épisode, l'épisode numéro 11, concernait aussi la collecte de fonds. Et c'est un regard à chaque fois sur une étude, un papier, un livre sur la philanthropie avec voilà, une discussion, un dialogue géré par Anne. Vous trouverez tous les podcasts existants sur le site de la chaire Philanthropie. Donc, allez-y. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la chaire, le site vous permettra aussi de découvrir quelques petites vidéos qui ont été faites récemment, notamment à l'occasion des 10 ans, et vous permettra voilà, d'en savoir plus sur ce qu'on fait. Et puis le prochain Lunch and Learn qui aura lieu au mois de juin sera sur la thématique religion et philanthropie. Donc on n'a pas encore la date exacte, mais on a les intervenants et ça s'annonce passionnant. Donc voilà, stay tuned, regardez les messages qu'on vous enverra prochainement pour en savoir plus. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Bonne continuation à tous et on vous dit à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous, merci Arnaud, merci Véronique. Merci, bonne journée. Merci.